Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief de la semaine où on va se poser la question en gros c'est quoi aujourd'hui l'état des différentes forces politiques en présence, notamment qui va tirer son épingle du jeu en gros de la réforme des retraites. Est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est l'extrême droite, avec d'abord un petit point, il y a eu des élections partielles dimanche dernier et la NUPES a gagné un siège, on a eu 3, hein, la NUPES a gagné un siège et surtout le RN a perdu un siège dans la Marne où il y a eu une élection partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu en tires en fait comme conclusion? Bah ça conjecture beaucoup sur ce sujet. Alors le candidat LFI a gagné face au candidat René Pilato. Voilà, a gagné face au candidat de Horizon, c'est-à-dire le parti d'Édouard Philippe, ceux qui sont quand même un peu ultra sur la réforme des retraites, donc ils y mettent une volée. Bon, ça c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, juste en passant, Édouard Philippe, hier, dans une interview à BFM TV, a dit de façon très claire et directe, il a dit, c'est vrai que le candidat d'Horizon, il portait vraiment la réforme des retraites et le candidat de la NUPES portait vraiment l'opposition à la réforme des retraites et donc il en a conclu lui-même que c'était sûrement la raison pour laquelle son candidat avait perdu. C'est la même chose qui s'est passée dans la Marne, où le candidat, dans le Pas-de-Calais, le candidat sortant a fait toute sa campagne en disant contre la réforme des retraites, donc c'est un candidat NUPES socialiste, il a été réélu sans coup férir. Et dans la Marne, le problème, c'est donc qu'il y avait un candidat RN qui avait été élu sur la base d'une division de la droite, en fait, et du camp macroniste lors des dernières élections législatives, et que donc cette fois-ci, c'est le camp macroniste qui a récupéré le siège. Bon, on peut déjà se dire que de toute façon, dans toutes ces partielles, il y a un taux d'abstention très fort et que donc ça interfère avec le résultat. Ça ne veut pas dire que c'est sans sens. Par exemple, longtemps, le Parti communiste dans les partielles faisait plutôt des bons résultats parce qu'il avait un électorat qui se mobilisait plus que le reste de l'électorat. Donc quand il y avait une faible participation, il avait un meilleur résultat. Le Rassemblement national, comme l'AFI d'ailleurs, n'est pas privilégié dans ces moments où il y a une faible participation. C'est un électorat plus populaire qui vote moins et qui ne vote que quand il y a des enjeux politiques très clairement identifiés. Donc le Rassemblement national a certainement souffert de cette situation dans ce cas-là. Et le résultat de l'AFI est d'autant plus méritoire qu'ils ont réussi à passer malgré cette faible participation, donc faible participation populaire, jeune, etc. Moi, ce que je pense, c'est que on est dans un moment où, en ce moment, Marine Le Pen est à la peine. C'est-à-dire qu'elle est en difficulté dans sa stratégie parce qu'évidemment, elle conteste la réforme des retraites. Donc on pourrait dire qu'en ce sens, elle est un peu en phase avec l'état d'esprit du pays, qu'elle demande la retraite à 60 ans de façon très claire. Et là aussi, elle rencontre ce que le pays pense majoritairement. Néanmoins, elle ne participe pas au mouvement de protestation et joue la carte de la respectabilité, des amendements sérieux, tatati tatata, à l'Assemblée nationale, et parce qu'elle a dans sa stratégie à la fois d'être porteuse de la réforme de la retraite à 60 ans, de contester cette réforme des retraites, et en même temps de ne pas effrayer les électeurs de droite qu'elle a l'intention de conquérir pour pouvoir élargir encore son socle. Et donc ça la met dans une situation assez complexe, à l'instant T, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est pas facile. Le problème, c'est ce que répète à l'envi Laurent Berger de la CFDT, mais qu'a dit également Marisol Touraine la semaine dernière sur France Inter, c'est que si cette réforme des retraites passe, si elle ne passe pas, c'est une victoire pour la gauche. Et c'est une dynamique qui s'enclenche du côté des forces de contestation de ce mouvement. Et on peut se dire que la gauche se trouvera confortée. Si elle passe, ça sera certainement du ressentiment en plus de tous ces gens qui se sont mobilisés et qui auront perdu. Et à ce moment-là, elle, Marine Le Pen, sur la base du ressentiment et de la proposition de la retraite à 60 ans, peut tout à fait tirer son épingle du jeu après. C'est-à-dire que l'issue de la bagarre,
entre deux forces qui sont contre la réforme actuelle et qui disent qu'elles veulent la retraite à 60 ans, l'issue de cette affaire ne sera pas la même. Dans un certain cas, ça pourrait être vécu soit comme un échec, soit comme une dynamique à gauche. Et dans l'autre cas, si la réforme ne passe pas, je pense que ça alimentera la rancœur et le ressentiment du monde populaire. Et qu'elle saura certainement en faire son miel. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur aujourd'hui le fait que Marine Le Pen serait à la peine. Moi, je me méfie toujours de l'eau qui dort. Effectivement, elle n'est pas dans la rue, mais d'ailleurs, ils l'ont tout à fait... Bon, déjà, ils sont pas les bienvenus dans les manifestations. Je pense que c'est aujourd'hui impossible, dans le contexte d'une manifestation, par exemple, d'arriver avec une banderole Rassemblement national. Ça, c'est clair. Donc, elle s'est mise en retrait. Moi, je l'ai entendu après la manifestation de mardi, le soir, on lui a tendu un micro et elle a dit de façon très claire, mais c'est génial en fait qu'il y ait autant de gens dans la rue, moi je suis à fond avec ce mouvement, etc. C'est-à-dire que elle tente en fait de construire un discours pour essayer de récupérer un maximum ce qui est en train de se passer dans le pays et comme tu l'as dit, qu'elle voit très bien. Après, il y a aussi une différence entre l'opposition d'extrême droite à la réforme et l'opposition de gauche, c'est que l'opposition de gauche, elle est diverse en fait dans ses propositions alternatives, comme on en a déjà parlé ici. Alors même que la proposition d'extrême droite, elle est solide. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elle est solide, c'est-à-dire que elle n'est pas contestée en fait dans son opposition. Elle dit bon bah voilà, il faut la retraite à 60 ans. Nous, en gros, sa proposition, c'est d'exonérer, de ramener à 60 ans et pour pas perdre de la compétitivité. Des points de PIB, etc., en mettant la retraite à 60 ans, elle dit on va exonérer fiscalement tous les petits salaires, etc., etc. C'est ça sa proposition, c'est-à-dire vraiment pas du tout celle qui est portée par la gauche, mais elle n'est pas challengée politiquement, en fait, dans cet espace. Et donc, du coup, elle est totalement à même, en fait, de construire et de porter, notamment dans le débat public, ce projet alternatif. Ce qu'aujourd'hui n'est pas tout à fait capable de faire la gauche. Puisque si on s'avance trop, il y a à gauche la problématique à la fois de l'intersyndical et du front uni politique. Et si, je sais pas moi, un insoumis ou un socialiste s'avance trop en disant, bah voilà, nous, ce qu'on propose, bah il y a les autres qui vont serrer les dents. De la même manière, Philippe Martinez, certes, il dit retraite à 60 ans, 37,5 annuités, mais il peut pas non plus trop le dire, parce que sinon, Laurent Berger, il va faire, moi je suis pour la retraite à 62 ans, et je sais pas combien d'annuités. 43. Et 43 annuités. Donc, et là, c'est là, à mon avis, que il y a le danger, c'est-à-dire que même, admettons que la réforme soit retirée, et donc, toi, tu sous-entends que ça permettrait à la gauche d'exister encore un peu plus. Ah oui, je ne sous-entends pas, je le dis. Tu sous-entends pas, tu le dis carrément. Oui. Bah, moi, je me pose des questions. En fait, je pense que le retrait de cette réforme ne sera pas suffisant, en fait, à créer une dynamique unitaire à gauche. Et que le travail, il faut qu'il soit, comme on le répète très souvent, il faut qu'il soit enclenché dès maintenant pour que peu importe l'issue, d'ailleurs, que la réforme passe ou pas, pour que derrière, en fait, on puisse faire une proposition de projet en commun, parce qu'en plus, ce que tu n'as pas dit, c'est que si la réforme est retirée, il y a de très très fortes chances qu'il y ait une dissolution dans la foulée. C'est-à-dire puisque Emmanuel Macron constatera qu'il ne peut pas gouverner en l'état, et donc il dissoudra l'Assemblée. C'est-à-dire que derrière, à nouveau des élections, donc législatives. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à ce moment-là, la gauche puisse être porteuse d'un projet cohérent pour la France, qui englobe bien sûr la question des retraites. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas encore tellement vu, on n'a pas encore vu le début de ce travail. Donc voilà, juste voilà un petit bémol. Après, j'espère honnêtement que c'est toi qui as raison et que Marine Le Pen n'arrivera pas à tirer les marrons du feu dans cette histoire. Mais c'est vrai que l'histoire récente nous porte aussi à croire que, en fait, peu importe ce qui se passe, derrière, Marine Le Pen, elle arrive et hop là, elle récupère tout. Enfin, que ça soit... Et c'est une espèce de logique, une espèce de dynamique sur lesquelles, d'ailleurs, on devrait se poser la question. Mais
ils y arrivent tout le temps. Et ça me laisse un peu perplexe, mais je trouve aujourd'hui que ça commence à devenir une vérité générale, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que si on se met dans la situation d'une dissolution ou même d'une fin de quinquennat, ce que je pense, c'est que de toute façon, la question d'ailleurs que la réforme passe ou qu'elle ne passe pas, je pense que le camp macroniste est vraiment dans les choux. Donc, d'une certaine manière, bon, Marine Le Pen fait partie du paysage en alternative, mais ça fait remonter l'alternative de gauche. C'est-à-dire que il me semble que d'une certaine façon, maintenant, c'est là que ça va se jouer. C'est entre ces deux pôles-là que ça peut se jouer dans le futur. Je ne vois pas comment la droite peut tirer ses marrons du feu. Là, je veux dire, ils sont déconsidérés. D'ailleurs, c'est ça qui va faire problème, à mon avis, pour le vote des députés de droite. Hein, c'est qu'ils n'ont pas envie de sombrer, de partir avec les macronistes. Tout le monde se souvient, par exemple, qu'en 2010, certes, Sarkozy avait réussi à imposer sa réforme, mais enfin, en 2012, il a été battu. Et ce n'est probablement pas pour rien dans l'échec de Sarkozy. Et ils s'en souviennent, parce que les gens de droite, ils continuent d'en parler encore de cette affaire. Qu'en 2010, ils ont imposé une réforme et qu'en 2012, ils ont perdu politiquement. D'ailleurs, Wauquiez... Et en 95 aussi. Et en 95 aussi, et tu as raison, puis c'est des temps assez équivalents, quoi. Et Wauquiez bien discret, c'est-à-dire que lui voudrait qu'on la vote, mais en même temps, il raconte pas sur tous les plateaux qu'il trouve que c'est tellement bien de voter cette réforme, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que cette réforme, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est de mettre en difficulté majeure le centre droit, on va dire, et de redonner, de réaffirmer comme alternative la gauche ou l'extrême droite. Ce qui me semble intéressant, c'est que le débat aujourd'hui sur les retraites passe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il prend plus pleinement sa dimension politique, c'est-à-dire qu'on va avoir des discours politiques qui vont être tenus à partir de lundi à l'Assemblée nationale, à la tribune de l'Assemblée nationale, et que là, on voit des cohérences qui vont s'affirmer. Et dans celle de la gauche, il me semble que ce qui est en train de s'énoncer plus clairement, c'est que autour de la question des retraites se joue la question de la répartition de la richesse, se joue la question du sens du travail et de la souffrance au travail, les deux, le sens et la souffrance au travail, se joue la question de la croissance. Est-ce qu'on peut continuer de penser que la solution c'est de croître et de croître et de croître à l'infini? Il y a des questions fondamentales pour la gauche qu'elle est capable, que cette lutte est en train de nouer et qui me semble pouvoir lui redonner. Ça n'efface pas toutes les différences à l'intérieur de la gauche. La répartition des retraites, on fait comment? La question du travail, on fait comment? La question de la croissance, on fait comment? Etc. Ça, c'est vrai qu'il restera des différences. Néanmoins, ces trois pôles qui sont essentiels pour l'affirmation d'un discours de gauche contemporain me semblent remonter en haut de l'agenda politique, du débat politique, des discussions entre nous tous, et que ça redonne en effet de l'air à la gauche pour redevenir une alternative, ce qui était un tout petit peu en ce moment difficile pour elle. Alors, pour que ça ait lieu, il faut quand même qu'il puisse y avoir un débat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de se poser, plus ça arrive, plus on se dit genre que ça va être compliqué. C'est-à-dire que, bon, déjà, le temps, on le rappelle tout le temps, mais quand même est ultra réduit. Hein. C'est assez drôle, mais là, on va fêter, entre guillemets, les 10 ans de la loi Mariage pour tous. La loi Mariage pour tous, c'était 6 mois de débat à l'Assemblée nationale. Qu'avait choisi, enfin c'était le choix du gouvernement de l'époque. Là, on est sur 50 jours. C'est-à-dire c'est minuscule, avec en plus un risque qui commence à être de plus en plus grand, que Elisabeth Borne, ne trouvant pas de majorité, décide d'user du 49-3 à nouveau pour obliger ses oppositions, en gros, à dire ou bien on dissout l'Assemblée, ou bien la loi passe. Donc ces menaces-là font que le débat risque d'être vicié, et ce d'autant plus que la gauche a d'ores et déjà, alors je ne sais pas si c'est la gauche ou si c'est la France Insoumise, mais il y a 12 000 amendements qui ont été déposés par la gauche et 8 000, je crois, par le reste des députés extrême droite comprises. Donc ça fait 20 000 amendements qui ont été déposés. En fait, la possibilité, enfin l'outil
qui est l'obstruction parlementaire, qui veut être utilisée par une partie des gens de la NUPES, notamment par la France Insoumise, peut aussi, à mon avis, moi je ne remets pas en question la légitimité de cet outil. Vraiment, je pense que c'est leur choix, ils l'assument, et peut-être tant mieux. Néanmoins, ça peut aussi abîmer en fait la possibilité j'allais dire de la co-construction de la loi au Parlement, mais on n'en est pas là. Non. Mais même la possibilité en fait de pouvoir avoir un véritable débat, parce que il est à peu près certain que la droite au pouvoir, le gouvernement va tout faire en fait pour éviter précisément ce que tu racontes, pour éviter en fait qu'il y ait des grands discours dans l'Assemblée nationale. Alors ils sont limités par le règlement bien entendu, mais ils vont tout faire pour essayer de passer un maximum d'amendements pour couper les temps de parole en deux. Là, déjà, ils sont en train de retoquer la majorité des amendements, enfin, beaucoup d'amendements, pardon, pas la majorité, beaucoup d'amendements qui ont été déposés par la gauche, précisément pour pas que ce débat ait lieu. Donc, effectivement, il y a un enjeu à ce que soient prononcés en fait dans l'Assemblée des discours qui réussissent, comme tu as dit, à englober les 3 points dont tu parles. Je suis d'accord avec toi, ceci étant, hier soir il y avait le débat sur France 2 après l'intervention d'Elisabeth Borne, dans lequel il y avait Éric Ciotti pour les Républicains, Gabriel Attal pour le gouvernement, Jordan Bardella pour l'extrême droite et Clémentine Autain pour la NUPES, LFI. Et j'ai trouvé que le débat était un peu bordel, mais assez complexe évidemment, mais j'ai trouvé quand même qu'on voyait assez bien les logiques. C'est-à-dire les lignes de force et les cultures politiques et le sens de ce qu'on propose se dégageaient assez bien. Et il me semble que c'est pas simplement à l'Assemblée, dans le discours au Parlement que ça va se jouer, c'est qu'aujourd'hui on entre dans cette phase politique dans laquelle des discours globaux vont être proposés. Et hier, il m'a semblé que ça avait été le cas, que Clémentine Autain avait très bien exprimé l'idée du partage des richesses, l'idée du sens du travail, du sens de la vie. Enfin, tout ça, c'était vraiment intéressant. Et quant à Jordan Bardella, il l'avait très bien fait de son côté aussi. Je veux dire, il est tout à fait éloquent. C'est tout à fait. On n'est absolument pas d'accord, mais il l'exprime de façon très claire. Et hier soir, j'ai trouvé que bon, dans les aléas d'un débat comme ça, que chacun avait bien énoncé et qu'on a eu un débat politique hier soir de bonne tenue, et je pense qu'il y en aura d'autres. Et bah tant mieux, on suivra ça avec attention. Et mardi, tous dans la rue, voilà. comme d'habitude. Et donc mardi et samedi prochain. Exactement. C'est la grève et la mobilisation mardi, et plus la mobilisation, mais peut-être aussi la grève samedi 11 prochain. Et puisqu'on a 1 minute, parce qu'on a fait court cette fois-ci, je voulais signaler la midinale que tu as faite avec Jean-Yves Camus. Vraiment, alors, elle n'a pas eu de succès, personne ne l'a regardée. Pourtant, réellement, elle est remarquable. C'est une réflexion sur ce que c'est que l'extrême droite aujourd'hui et en quoi elle diffère du nazisme et du fascisme des années 30. C'est subtil, c'est très très bien expliqué, ça prend 30 minutes. Véritablement, je recommande à tous ceux qui sont intéressés par la compréhension du phénomène d'extrême droite aujourd'hui, cette midinale voilà. Voilà, elle a pas rencontré votre attention, mais vous avez tort. Allez, à la plus semaine tard, prochaine. ciao.